Vous connaissez probablement Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. À la fin des années 90, il était inarrêtable. Il a gagné plus de 400 millions de dollars au cours de sa carrière. Et qu'en a-t-il fait? Il a acheté des manoirs, des tigres exotiques, une flotte de voitures de luxe et une baignoire à 2 millions de dollars. Ouais, une baignoire. Mais en 2003, il était en faillite, non seulement fauché, mais avec une dette de 23 millions de dollars. Comment cela se produit-il? Et plus important encore, pourquoi certaines personnes qui gagnent 50 000 dollars se retrouvent plus riches que celles qui gagnent 6 chiffres? Aujourd'hui, je vais partager 5 des enseignements les plus puissants d'un livre que j'ai récemment lu. The Psychology of Money de Morgan Housel. Commençons. Numéro 1, vous n'êtes pas entièrement en contrôle. D'accord, soyons réalistes, vous n'êtes pas entièrement en contrôle de votre succès. Nous aimons croire que si nous travaillons assez dur, faisons les bons choix et travaillons tous les jours, le succès est garanti. Mais en réalité, la chance et le risque jouent un rôle bien plus important que ce que nous voulons admettre. Au lycée, Bill Gates avait un meilleur ami nommé Kent Evans. Ils étaient tous deux incroyablement intelligents, obsédés par les ordinateurs et avaient de grands rêves de construire un empire technologique ensemble. Mais avant même qu'ils ne terminent leurs études, Kent est tragiquement décédé dans un accident de montagne. Et comme ça, son histoire s'est terminée. Pendant ce temps, Bill Gates est devenu, ce grand homme d'affaires que nous connaissons aujourd'hui. Bill Gates avait aussi la chance d'aller dans l'une des seules écoles secondaires du pays à avoir un ordinateur dans les années 60. Une époque où les ordinateurs étaient rares, ce coup de chance lui a donné une longueur d'avance que la plupart des gens n'ont jamais eue. Maintenant, a-t-il travaillé dur? Absolument. Était-il un génie? Sans aucun doute. Mais sa vie aurait-elle été la même s'il était né dans une autre ville, à une autre époque? Probablement pas. Voici le problème. Nous regardons les personnes qui réussissent et pensons qu'elles ont fait telle ou telle autre chose. Alors si je fais exactement la même chose, je réussirai aussi. Mais nous ignorons les facteurs invisibles, les coups de chance, les bonnes connexions, le timing, et c'est la même chose avec l'échec. Prenez Jesse Livermore, l'un des plus grands traders de tous les temps. Et il a gagné des millions, tout perdu, regagné, puis tout perdu une dernière fois. La Grande Dépression l'a complètement anéanti. Il est passé de l'un des traders les plus riches de l'histoire à n'avoir rien du tout. Alors, quelle leçon en tirer ? Le succès n'est jamais à 100% dû aux compétences. L'échec n'est jamais à 100% dû à la stupidité. Cela ne signifie pas que vous devez juste abandonner et laisser le destin décider de votre avenir. Non, l'idée est de comprendre que la chance et le risque existent et qu'ils nous affectent tous de manière imprévisible. Au bout du compte, vous ne pouvez pas contrôler la chance et vous ne pouvez pas éviter le risque complètement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire des choix intelligents, vous mettre dans la meilleure position possible et être prêt pour tout ce qui peut arriver. Numéro 2, devenir riche versus rester riche. Nous adorons les histoires de personnes qui ont réussi. L'entrepreneur génial qui a transformé une start-up dans un garage en une entreprise milliardaire. Le trader boursier qui a pris un grand risque et est devenu riche du jour au lendemain. L'influenceur qui a soudainement explosé et a commencé à gagner une somme folle. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Beaucoup de ces gens perdent tout aussi vite. Parce que devenir riche et rester riche sont deux compétences complètement différentes. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de célébrités, d'athlètes ou de magnates des affaires qui sont passés de riches à fauchés? Mike Tyson a tout perdu. En 2003, Nicolas Cage a brûlé 150 millions de dollars. Même des investisseurs professionnels sont devenus fauchés après avoir fait fortune. Pourquoi? Parce que devenir riche nécessite du risque. Rester riche nécessite d'éviter le risque. Laissez-moi vous expliquer, si vous voulez accumuler de la richesse, vous devez prendre des risques. Vous lancez une entreprise, investissez dans de nouvelles opportunités, négociez des salaires plus élevés, prenez des décisions audacieuses que d'autres personnes ont peur de prendre. Vous avez besoin d'optimisme. Pensez aux premiers entrepreneurs. Jeff Bezos a quitté son travail à Wall Street pour vendre des livres en ligne. Elon Musk a investi tout son argent de PayPal dans Tesla et a failli faire faillite. Chaque grande histoire de réussite a un moment où ils ont tout misé et c'est ce qui vous met dans la course. Mais voici où les gens se trompent. Une fois qu'ils ont de l'argent, ils continuent de jouer le même jeu agressif, ils prennent toujours des risques fous. Ils se surendettent, ils supposent que l'argent va continuer de rentrer indéfiniment et puis tout s'effondre. Parce que rester riche, c'est avoir l'état d'esprit opposé. Humilité, patience et savoir quand arrêter de parier.
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est un exemple parfait. Il a créé FTX, qui est devenu l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies en quelques années. À un moment donné, il valait 26 milliards de dollars. Mais qu'a-t-il fait? Il est devenu avide. Il a pris des risques imprudents, s'est surendetté, et en 2022, il était en faillite, arrêté. Tout a disparu. Maintenant, comparez cela à quelqu'un comme Warren Buffett. Buffett vaut plus de 100 milliards de dollars, mais il ne prend jamais de risques fous. Il déteste perdre de l'argent plus qu'il n'aime en gagner. Sa stratégie est de survivre assez longtemps et la richesse prend soin d'elle-même. Il ne poursuit pas la mode. Ce n'est pas que vous devez toujours jouer en défense, mais vous devez protéger votre richesse assez longtemps pour qu'elle croisse. Parce que l'objectif n'est pas seulement de faire de l'argent une seule fois, l'objectif est de ne plus jamais se soucier de l'argent. Et la seule façon de faire cela est de jouer à long terme. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gagnants de loterie finissent fauchés. Ils pensent qu'ils ont réussi, alors ils se lancent à fond dans les dépenses, investissent dans des entreprises au hasard, font confiance aux mauvaises personnes. Ils ne réalisent pas que garder de l'argent nécessite un état d'esprit complètement différent. Numéro 3. Économiser de l'argent pour la liberté. Bon, parlons d'économiser de l'argent. Je sais, j'ai probablement perdu la moitié d'entre vous. Oh super, voici le discours ennuyeux sur l'arrêt de l'achat de café Starbucks. Mais croyez-moi, ce n'est pas ça. La plupart des gens pensent qu'économiser de l'argent revient à différer les dépenses. Comme je vais économiser pour pouvoir acheter une voiture plus jolie plus tard, ou je vais économiser pour aller en vacances de rêve, et bien sûr, c'est bien. Mais la véritable richesse ne consiste pas à acheter plus de choses, il s'agit d'acheter de la liberté. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus précieux que l'argent? La réponse est les options. Le contrôle de votre temps, la capacité de dire non quand vous le voulez. Je connais un gars qui était coincé dans un terrible travail, un milieu toxique, des heures de folie, un patron infernal, mais il ne pouvait pas partir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune épargne. Il vivait de chèque de paie en chèque de paie, pris dans un cycle où quitter n'était pas une option. Maintenant, Jotaro comparait cela à un autre ami qui a économisé de manière agressive pendant quelques années. Quand son travail a commencé à l'épuiser, devinez quoi? Il est parti. Pas de stress, pas de panique, juste je m'en vais. Il y a un terme pour cela, le FONFU, qu'on pourrait traduire par « je me casse sans devoir rien à personne ». En gros, c'est un tas d'argent qui vous permet de vous échapper des mauvaises situations. Votre travail craint? Vous n'êtes pas obligé de rester, votre propriétaire augmente votre loyer, vous avez des options, relations toxiques, vous pouvez partir sans vous soucier du loyer et vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour cela. Même avoir 6 mois d'économie peut vous mettre dans une position totalement différente dans la vie. La plupart des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas économiser en fait peuvent. C'est juste qu'économiser n'est pas excitant. Dépense, c'est amusant. Vous obtenez une nouvelle voiture, les gens vous remarquent, vous la publiez sur Instagram, tout le monde vous félicite. Mais économiser, personne ne le voit. Personne ne vous applaudit parce que vous avez discrètement transféré 500 $ dans votre fonds d'urgence. La plupart des gens pensent que devenir riche signifie acheter des choses chères. Mais en réalité, les gens les plus riches du monde se concentrent sur l'achat de leur temps parce que la meilleure chose que l'argent puisse acheter est de ne plus en avoir besoin. Numéro 4. La richesse est ce que vous ne voyez pas. En 2014, il y avait un concierge nommé Ronald Reid. Un gars ordinaire, il travaillait dans une station-service puis comme concierge. Il conduisait une vieille voiture abîmée, portait les mêmes vêtements tous les jours, rien de flashy du tout. Les gens pensaient probablement qu'il vivait à peine. Puis un jour, il est décédé à 92 ans et a laissé derrière lui 8 millions de dollars. Tout le monde a perdu l'esprit. D'où venait cet homme qui avait 8 millions de dollars? Il s'avère que, pendant que d'autres se faisaient remarquer, Ronald Reid accumulait discrètement de la richesse. Personne ne voyait sa richesse parce qu'elle était invisible. La richesse, c'est l'argent que vous ne dépensez pas. C'est la liberté que vous construisez, les investissements qui croissent tranquillement en arrière-plan, la paix de l'esprit qui vient du fait que vous êtes financièrement sécurisé, même si personne d'autre ne le voit. Pensez-y, quand quelqu'un arrive dans une toute nouvelle Ferrari, qu'est-ce qu'on suppose? Mince, ce gars doit être plein aux as. Mais on ne le sait pas réellement. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a dépensé 300 000 $ pour une voiture. Ce qu'on ne voit pas, c'est combien il lui reste. Il pourrait être en train de se noyer dans les dettes pour ce que l'on sait. Regardez, je ne dis pas de ne pas acheter de belles choses. Vous devez profiter de votre argent. Mais se vanter devant les autres au détriment de votre avenir, c'est un jeu perdant. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cela, laissez-la être ceci. Avoir l'air riche et être riche sont deux jeux complètement différents. Avoir l'air riche, c'est facile.
Passer une carte de crédit, financer une voiture, acheter des vêtements chers, tout le monde peut le faire. Être riche, c'est ce que vous ne voyez pas. Si vous vous demandez jamais pourquoi certaines personnes gagnent 6 chiffres et ont toujours des difficultés, tandis que d'autres gagnent bien moins et partent à la retraite tôt, c'est à cause de cette simple différence. Certaines personnes achètent des choses, d'autres achètent de la liberté. La richesse n'est pas votre revenu. La richesse n'est pas votre voiture. La richesse, c'est l'argent que vous n'avez pas dépensé. C'est pourquoi des gens comme Warren Buffett vivent toujours dans la même maison qu'ils ont achetée en 1958. Pas parce qu'il ne peut pas s'offrir un manoir, mais parce qu'il privilégie la liberté plutôt que de se vanter. Numéro 5. Les émotions comptent. Clarifions une chose, l'argent n'est pas seulement des chiffres, ce sont des émotions. Et c'est là que la plupart des conseils financiers personnels passent complètement à côté du sujet. Beaucoup d'experts parlent de l'argent comme s'il s'agissait seulement de mathématiques froides. Si vous investissez dans X, réduisez les dépenses de Y et économisez Z% de vos revenus, vous serez financièrement à l'abri. Mais voici la vérité, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des créatures émotionnelles. Et quand il s'agit d'argent, être raisonnable est plus important qu'être parfaitement rationnel. Et oui, bien sûr, c'est techniquement vrai. Mais les gens ne prennent pas leurs décisions financières sur la base des tableurs, ils les prennent en fonction des émotions. Disons que vous investissez. Quelle est la chose la plus rationnelle à faire ? Mettre tout votre argent dans le marché boursier et ne jamais y toucher. Mais que se passe-t-il quand le marché s'effondre ? Vos émotions prennent le dessus. Vous voyez votre portefeuille baisser de 40% et soudainement ce plan logique ne semble plus si logique. Vous paniquez, vous vendez et félicitations, vous venez de verrouiller vos pertes. C'est pourquoi la plupart des investisseurs échouent. Pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer les émotions qui l'accompagnent. Comprenez la différence entre une pensée raisonnable et une pensée rationnelle. La pensée rationnelle, c'est cette stratégie d'investissement à le rendement le plus élevé sur 50 ans. Donc, je vais m'y tenir quoi qu'il arrive. Tandis que la pensée raisonnable, c'est que cette stratégie a du sens. Mais je sais que je vais paniquer lors d'un déclin, donc je vais laisser un peu d'argent en liquide pour me sentir sécurisé. Vous voyez la différence ? L'une est parfaite en théorie, l'autre fonctionne dans la vie réelle. Warren Buffett, probablement le plus grand investisseur de tous les temps, n'a pas la stratégie la plus rentable. Il n'investit pas dans des choses à haut risque, à haute récompense comme la crypto-monnaie ou les actions technologiques spéculatives. Pourquoi ? Parce qu'il investit d'une manière qui lui permet de dormir la nuit. Il reste raisonnable, pas seulement rationnel. C'est pourquoi il est toujours dans le jeu après plus de 60 ans. Voici une petite histoire. J'avais un ami qui était obsédé par l'idée de trouver le meilleur investissement. Il passait des heures à rechercher des actions, à lire tous les livres de finance, à essayer d'optimiser chaque dollar. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Il était tellement submergé par toutes les options qu'il n'a jamais réellement investi. Il est resté bloqué dans la paralysie de l'analyse. Pendant ce temps, un autre ami a juste investi de l'argent dans un fonds indiciel simple et n'y a plus jamais touché. Devinez qui a gagné plus d'argent ? Celui qui a réellement fait quelque chose. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Le meilleur plan financier n'est pas celui avec le rendement le plus élevé sur papier. C'est celui que vous pouvez réellement suivre. Parce que l'argent n'est pas seulement des chiffres, ce sont des émotions. Et le meilleur plan financier est celui qui vous permet de vivre en paix. Bon, nous avons couvert beaucoup de choses, mais l'information sans action est inutile. Et si cette vidéo vous a aidé, faites un favori pour vous-même, passez à l'action aujourd'hui car le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Bonne journée